Chers téléspectateurs, bonsoir. La cérémonie de lancement officiel des États généraux sur le secteur des travaux publics et du bâtiment a eu lieu ce matin à Nouakchott. Placés sous le haut patronage du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, les États généraux sur le secteur du BTP, dont les travaux s'étalent sur 3 jours, visent à permettre aux différents intervenants dans le domaine de marquer un arrêt pour opérer un diagnostic du secteur, s'approprier les acquis enregistrés, échanger sur les difficultés du secteur et proposer des solutions. Pour débattre donc de ce sujet, je reçois ce soir sur le plateau de Zoom Sur M. Moussa Gaye, qui est conseiller technique chargé du bâtiment. Bonsoir et bienvenue. Je reçois également M. Hadietou Ali Kamara, qui est directeur de l'habitat et de la promotion immobilière. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le conseiller, monsieur le directeur. Pour commencer, on va voir ensemble cet élément de mon collègue Bokar Baylaba. Le gouvernement organisateur de cette rencontre cherche à cristalliser une vision claire sur ce secteur important qui doit être soumis à des contrôles professionnels de nature à renforcer son rôle pivot dans le processus de développement du pays. D'ailleurs, ces États généraux ont été placés sous le haut patronage du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, ainsi tous les acteurs professionnels, financiers, banques et représentants des pays voisins présenteront des recommandations de nature à stimuler ce secteur vital et en assurer la relance. Dans son discours d'ouverture des travaux, le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, a indiqué que le secteur du BTP est l'un des piliers de la croissance économique, car il apporte une contribution significative au produit intérieur brut, à la création d'emplois, à l'attractivité d'investissements, au soutien des capacités de production ainsi qu'à la construction d'infrastructures soutenant les services de base. Toujours au cours du discours, il a estimé que les États généraux permettront de faire un diagnostic de la réalité du secteur et de trouver les moyens de le faire progresser, notamment en ce qui concerne l'expertise, le respect des procédures d'attribution des marchés, le suivi des travaux ainsi que la création d'emplois, entre autres. Il a en outre indiqué que se concerter et profiter des expériences de chacun est une démarche créative que l'État adopte régulièrement dans son approche de gestion des affaires publiques, comme en témoignent les prochaines concertations nationales qui n'excluront personne et n'interdiront pas un sujet afin d'aboutir ensemble aux meilleures solutions possibles face aux divers défis. Par ailleurs, le président de la République a rappelé que l'objectif central de l'État est d'améliorer les conditions de vie des citoyens et le renforcement de leur résilience face aux différentes crises. Il a indiqué qu'il a été décidé, à la lumière de la récente crise de hausse des prix, de créer un mécanisme national d'importation de marchandises et produits de base et de les fournir aux citoyens à des prix abordables, loin de la spéculation pour être un outil de régulation et un facteur de stabilisation pour le marché de ces matériaux. La cérémonie d'ouverture des travaux a été également marquée par le discours du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sid Ahmed Mohamed, qui a expliqué que le secteur du bâtiment et des travaux publics est l'un des secteurs les plus vitaux en raison de son importance stratégique et de sa valeur ajoutée. Il a souligné l'attention particulière que le président de la République accorde au secteur des BTP. Cependant, il a indiqué que le secteur des BTP souffre de déséquilibres structurels qui influent sur tout projet depuis son démarrage jusqu'à son achèvement, défaut de conception, lenteur des procédures de passation des marchés, mauvaise qualité de la mise en œuvre, dépassement des délais contractuels, entre autres. Le ministre a dit attendre de cette rencontre qu'elle constitue un cadre pour étudier les aspects législatifs et juridiques réglementant le domaine du bâtiment et des travaux publics et tirer les enseignements des différentes expériences. À son tour, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zenel Abedin Cheikh Ahmed, a indiqué que ces assises représentent une opportunité pour les acteurs économiques de prendre contact avec le domaine en vue d'aborder les préoccupations du secteur et de préconiser les solutions qui lui sont adéquates. Il a précisé que ces assises qui vont constituer la boussole du travail de l'INPM dans le futur soient scellées par des recommandations édifiantes qui vont permettre de surpasser les différentes problématiques auxquelles fait face le secteur. Le président de l'INPM a saisi cette occasion pour louer l'attention particulière et le soin qu'accorde le président de la République
au développement du secteur. Au cours de son mot de bienvenue, le maire de la commune de Tavrazaina, Taleb Mahajoub, a indiqué que l'organisation de ce forum illustre l'intérêt que voue le président de la République au secteur du bâtiment et des travaux publics. Il a également estimé que ces états généraux auront un impact important sur l'amélioration du visage urbain de la capitale. Il a enfin remercié tous les acteurs nationaux et internationaux pour l'esprit de responsabilité dont ils ont toujours fait preuve, ainsi que pour leur contribution au développement urbain de Nouakchott. Il est attendu de cet événement qui se déroula du 20 au 22 septembre, l'élaboration d'une feuille de route devant permettre de résoudre les problèmes majeurs auxquels le secteur du BTP est confronté. Tout d'abord, de manière générale, qu'entend-on par le secteur des travaux du bâtiment, des travaux publics et du bâtiment? Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi? Ça englobe quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est concerné? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ces termes-là? Comme déjà son nom l'indique, on parle du secteur du bâtiment et des travaux publics. Le bâtiment, il est clair, donc tout le monde peut comprendre le bâtiment. Et même dans le bâtiment, on va comprendre deux aspects. Il y a les constructions civiles et les constructions industrielles. Donc, ils sont aussi très importantes dans le cadre du bâtiment. Mais aussi, les travaux publics, c'est tout ce qui concerne les routes, les barrages, donc les travaux des réseaux d'électricité, les ponts, les silos, tout ça, ce sont des aspects qui sont dans le travail public. Donc c'est un large panel qui est là, donc, et qui couvre beaucoup d'activités, quasiment parce que de l'ingénierie de manière globale. Donc on a les bâtiments, on a les voiries, donc les routes et les voiries, les pistes, tout ça sont dedans, les barrages, les ponts, les équipements, les aéroports et consorts, tout ça, ça fait partie des travaux publics. C'est un large panel. Voilà. Vous avez quelque chose de plus ou on peut se suffire de je crois que la définition est assez claire. Quels sont les acteurs des BTP? Ils sont multiples et vraiment diversifiés. Si on prend uniquement le secteur dans le domaine public, donc les maîtres d'ouvrage sont les ministères, c'est le démembrement, les communes, ça, ils interviennent, ce sont les maîtres d'ouvrage de manière globale. Et on a le secteur privé qui lui est beaucoup plus large, et puis on va trouver les bureaux d'études, les entreprises qui réalisent les travaux, les bureaux de suivi, les bureaux de contrôle, les laboratoires d'analyse, les banques, les assurances, donc tout ça, et même le secteur disons, de l'emploi, c'est vraiment beaucoup de secteurs. Et le commerce même lié à la production, à la vente des matériaux de construction, tous sont impliqués dans ce secteur-là. C'est-à-dire que ce sont tous les intervenants, tous ceux qui interviennent dans ce domaine sont des acteurs. Tous sont des acteurs, tous. On peut avoir une idée de leur impact sur le secteur de l'économie? Dans l'étude qui a été présentée, on note que le secteur des BTP a contribué plutôt de 2016 à 2019 dans l'ordre de 7 à 9,1% du PIB. Donc c'est quand même relativement important quand même. Ce qui est quand même c'est important. Et mieux donc dans une analyse de la part des marchés donc, par rapport au budget consolidé, on trouve que la consommation annuelle varie de l'ordre de 45% donc, des marchés publics. Donc c'est quand même très très important quand même par rapport à ça. Voilà. C'est quoi Monsieur, je rappelle que vous êtes Monsieur Hadiyetou Ali Kamara, directeur de l'habitat et de la promotion de l'immobilier. L'habitat, c'est quoi? L'habitat, c'est tout ce qui procure un logement aux populations mauritaniennes. Quand on voit les villes, on sait que les villes ont plusieurs fonctions. La fonction première d'une ville, c'est loger les populations. Donc on loge les populations dans un habitat décent, un habitat qui est construit suivant les règles de l'art. L'habitat doit protéger les citoyens contre les intempéries. Les citoyens doivent trouver un endroit où se loger, dans lequel il peut vivre lui et sa famille. Et cet habitat doit être, dans le cadre du BTP, c'est-à-dire les états généraux du bâtiment, on espère évoluer vers un habitat durable, un habitat qui est construit suivant les règles de l'art et un habitat dans lequel
tous les intervenants de l'acte de bâtir s'y trouvent. Le secteur du bâtiment, certainement le secteur de l'habitat, c'est vrai que la population mauritanienne a fait beaucoup d'efforts dans le secteur du bâtiment. Mais la chaîne, quand même, c'est-à-dire du secteur du BTP, on doit l'organiser de sorte que mettre chaque élément de la chaîne à sa place. C'est-à-dire, à commencer d'abord par les entreprises qui construisent, les concepteurs, et c'est-à-dire aussi, il y a une confusion entre les différents intervenants du secteur de bâtir. Ici en Mauritanie, les gens font la confusion entre les architectes, les ingénieurs et les professionnels de bâtir. Ces gens-là, chacun a son rôle à jouer dans le secteur du bâtiment. Donc si ces éléments, chacun de ces éléments n'est pas à sa place, c'est le secteur du bâtiment qui souffre. Donc dans ces états généraux, on espère que chacun de ce puzzle de ce secteur du bâtiment, les gens qui sont dans ces chaînes du bâtiment, que chacun aura son rôle à jouer dans... Vous avez évoqué dans votre intervention tout de suite ce que vous appelez dessin pour protéger la population contre les intempéries. Ce n'est pas le cas ici aujourd'hui. J'ai vu avancer un chiffre hasardeux. Près de 60% des habitats ici, des habitations ne protègent pas les populations contre les intempéries. Comment expliquez-vous cela? Bon, j'explique cela parce que Nouakchott est une ville qui n'a pas été planifiée pour recevoir toute cette population qui est là. Nouakchott a été créé pour les fonctionnaires. Aux années d'indépendance, nous avons pensé que Nouakchott, personne ne voulait habiter à Nouakchott. Les fonctionnaires qui travaillaient à Nouakchott n'avaient pas imaginé qu'ils allaient vivre ici des décennies et des décennies. Pour eux, Nouakchott, c'est une ville où ils vont juste travailler et rentrer dans leur village. Donc, il y a eu un moment où Nouakchott a reçu une large part de la population mauritanienne, de sorte que l'exode rural, de sorte qu'un tiers maintenant un tiers de la population mauritanienne, un Mauritanien sur trois vit à Nouakchott. De sorte que l'État n'a pas eu les moyens, c'est-à-dire de contrôler ces populations qui sont venues et qui sont venues occuper une ville, par exemple, la partie qui est urbanisée n'a pas de problème. C'est ce qui a créé le phénomène de Gazara parce que la ville n'a pas été prévue pour ça. Je pense que pour les logements décents, l'État doit mettre en place des systèmes. C'est vrai que, par exemple, quand on dit à un citoyen l'État doit construire des logements pour la population. Un citoyen, par exemple... L'habitat social. L'habitat social. Un citoyen, par exemple, lambda, qui veut construire, qui a un budget, qui veut construire une maison, qui ne connaît pas la différence, qui ne sait pas quel acteur de la chaîne du BTP contacter pour lui faire la conception de son plan, qui ne sait pas c'est quoi un architecte, qui ne sait pas c'est quoi un topographe, qui ne sait pas c'est quoi un ingénieur de génie civil, qui ne connaît pas le rôle de chacun des éléments du BTP. Donc pour lui, c'est un casse-tête. Donc c'est pour cela que les citoyens construisent de manière anarchique leur logement. Donc peu de Mauritaniens ont été sensibilisés c'est-à-dire sur cet aspect de recourir aux professionnels de l'acte de bâtir. Une autre définition, l'urbanisme. C'est quoi l'urbanisme? Bon, l'urbanisme, c'est en fait l'acte par lequel on aménage les agglomérations, on aménage les villes. Comme je disais tout à l'heure, la ville a plusieurs fonctions. D'abord, la fonction de loger. Et ça, nous y répondons par la création d'un logement décent. L'urbanisme doit installer, la ville aussi a des fonctions de travail. C'est-à-dire que dans les villes, on doit trouver un emploi pour travailler, pour faire vivre toute sa famille. Et la ville aussi doit faire, quand on veut se divertir, prendre de l'air, il faut qu'il y ait des espaces publics où on peut aller avec ses enfants, s'asseoir, prendre un café ou bien se balader, prendre de l'air. Et la ville a aussi son rôle
d'éducation. Il faut qu'il y ait des écoles pour qu'on puisse étudier. Donc l'urbanisme, son rôle, c'est de créer un espace urbain dans lequel le citoyen peut s'épanouir et trouver ses composantes dans une ville. Pourquoi? Je remarque par Et exemple... la ville aussi on a aussi besoin de circuler dans une ville. Donc pour cela, il faut des infrastructures, C'est ce que j'allais des vous dire, routes parce pour qu'on accéder remarque au qu'il y a bureau. des quartiers où il n'y a pas de route, il n'y a rien, tout est un peu désordonné, quoi. On ne peut pas savoir par où passer. Pourquoi il n'y a pas d'abord, on trace d'abord un plan, on se dit ça c'est des infrastructures, il y a devoir des routes, on va assigner ces passerelles, etc. Pourquoi nous n'avons pas cela ici? Bon, je pense que les routes quand même, l'État a fourni beaucoup d'efforts ces années pour desservir la ville de Nouakchott. Quand on voit maintenant la ville, on voit qu'il y a beaucoup de routes, c'est-à-dire qu'on sait que c'est à travers les infrastructures qu'on peut se déplacer, c'est à travers les routes qu'on peut aller à l'école, c'est à travers la route qu'on peut aller au travail. Donc l'État est en train de développer de grands moyens pour que le citoyen puisse se libérer, puisse circuler dans sa ville, puisse aussi explorer sa ville, parce que une ville qui n'a pas de route, on ne peut pas la découvrir, parce que c'est à travers les routes qu'on découvre une ville. La semaine dernière, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, de l'aménagement du territoire, M. Ahmed Ben Mohamed, a supervisé ici même à Nouakchott le lancement du tirage du nouveau plan directeur de Nouakchott. Quelqu'un peut nous parler de ce nouveau plan? Si vous n'avez pas ce nouveau plan, pouvez-vous nous édifier sur la nature de ce nouveau plan? D'accord. Ce nouveau plan, qui couvre une superficie de 42 hectares, De 42 hectares, Oui. et qui représente 35% de la superficie globale du périmètre, urbain de la ville de Nouakchott, est composé d'environ 500 000 lots de terrain. Donc ce plan directeur de la ville de Nouakchott a comme objectif d'assainir la situation technique de l'espace urbain de la ville de Nouakchott, qui a connu ces dernières années beaucoup de problèmes. On peut citer les problèmes de chevauchement. Je vais vous expliquer ce qu'est qu'un chevauchement. Un chevauchement, c'est-à-dire la superposition entre deux secteurs. Comment ça est... Plus précisément, ça Ouais, veut dire quoi? ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, tu as un secteur A, tu as un secteur B. Maintenant, au moment de l'implantation, vous voyez que la fin du secteur 2 rentre dans la fin du secteur de ça. Ce chevauchement est dû c'est-à-dire à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas d'outils sophistiqués comme aujourd'hui. À l'époque, par exemple, quand quelqu'un fait un plan de lotissement, il le dessine sur un papier. Donc il n'avait pas les outils nécessaires pour prendre en compte la hauteur du terrain, les altimétries et tout. Ce qui fait que quand on vient à la réalité, on trouve que, c'est-à-dire que le plan qui a été fait n'arrive pas à rentrer dans la surface. Ce qui fait que si l'autre secteur n'a pas été construit à temps, quand ce secteur se développe, il finit de se développer, les derniers de l'autre secteur finissent de ne pas avoir de place. Donc, ce plan est venu... Quelle est la solution pour cela? Est-ce qu'il y a une solution à cela? La solution à cela, c'est qu'avec la nouvelle technologie, c'est d'abord ce qu'a fait le ministère de l'Habitat en collaboration avec l'armée nationale, le B3, c'est-à-dire de faire des vues de la ville de Nouakchott, des vues de drone, des vues par drone. Aérienne. Des vues par drone de la ville de Nouakchott, et de collecter ces vues et de faire des images géoréférencées. C'est-à-dire une image géoréférencée, c'est une image, c'est-à-dire qui est positionnée, qui a une position géographique unique, de sorte que le plan A qui est là et le plan B qui est là, on peut les confronter sur l'écran. Donc s'ils chevauchent entre eux, on sait qu'ils chevauchent entre eux. Et de là, on va régler le problème. Soit on diminue la superficie de l'eau, c'est-à-dire par exemple si à Tabrazena, on avait attribué dans les permis, on avait attribué des lots de millimètres carrés, il peut s'avérer que si on réduit ces lots à 600 mètres carrés, bon, les lots qui sont aux extrémités peuvent être sauvés, de sorte que chacun peut avoir
en l'eau. Donc ces outils nous ont permis d'avoir une idée claire et de régler ce problème de chevauchement, de régler le problème de doublon de numéro dans les plans de l'époque, parce que c'est des plans qui sont faits par des êtres humains. Parfois, on peut faire un doublon de numéro. Donc, ce plan est venu régler ces problèmes de chevauchement, ces problèmes de mauvaise implantation. Les mauvaises implantations sont dues à quoi? Sont dues à, par exemple, un citoyen qui veut construire, qui est pressé, qui ne fait pas appel au service de la topographie. Il arrive qu'il empiète en partie sur le dos du voisin et en partie sur l'emprise de la voie. Il construit sa maison. Quand il construit sa maison, comme à l'époque, il n'y avait pas ce système de géoréférencement, maintenant, grâce à ce plan, il suffit que vous venez au ministère, un citoyen vient au ministère avec la photocopie de son permis, plus la photocopie de sa pièce d'identité, on lui fournit un plan de situation géoréférencé. Un plan de situation géoréférencé, c'est un plan avec les coordonnées GPS. Donc il suffit qu'avec ces coordonnées, nous avons les coordonnées GPS de son terrain, il prend un topographe qui a un GPS différentiel, c'est un matériel de nouvelle génération, il introduit les points dans les GPS va l'amener et lui montrer, il va partir avec le GPS, il va voir les 4 points du terrain. Donc maintenant, ce problème est réglé. Mais à l'époque, c'est-à-dire que si le topographe voit ce terrain qui est mal implanté, il va le prendre comme une référence. S'il le prend comme référence, c'est qui fait que toute sa référence est fausse et c'est ce qui va mener à ça. Donc l'autre aspect de ce plan, c'est l'amélioration des services destinés aux populations. C'est-à-dire on a créé un guichet unique, le service Khadamati, c'est là où le citoyen, pour demander un plan de situation, c'est au récépissé du ministère, il dépose, comme je disais, la photocopie de son permis, plus la photocopie de sa pièce d'identité, et au maximum, dans les 72 heures, il a un plan de situation géoréférencé. Ce plan aussi va faciliter l'accès aux services gouvernementaux, comme les services du ministère des Finances et les services techniques de la SNDE et de la SOMOLEC. Imagine quand vous partez au ministère des Finances pour demander, c'est-à-dire vous voulez par exemple faire un titre foncier. Qu'est-ce qu'on va vous demander quoi? On va vous demander un document qui est incontournable du ministère, on va vous demander un plan de situation. Donc s'il s'avère que le quartier dans lequel vous habitez n'est pas couvert par le lotissement, vous ne pouvez plus faire la démarche. Vous partez à la SOMOLEC pour faire un abonnement, on va vous demander est-ce que le plan couvre votre quartier. La SN2, la même chose. Si le plan ne couvre pas votre quartier, vous ne pouvez pas avoir droit, vous ne pouvez pas avoir accès de manière formelle à l'eau et à l'électricité. Donc c'est cette manière, donc ce plan couvre tous les lotissements de la ville de Nouakchott. Ce qui fait que le citoyen peut avoir accès à ces services de base. Il peut avoir accès à l'eau et à l'électricité de manière formelle. À l'époque, quand il n'y avait pas ce plan, les gens, ils recouraient à quoi? Du point de vue de l'électricité, ils recouraient aux niches, c'est-à-dire les branchements souterrains. Il y avait des combines, il faut avoir l'électricité par tous les moyens. Il faut avoir l'électricité par tous les moyens. Maintenant, le fait qu'il est souterrain, quand il pleut, ça crée des accidents. Parfois, les chèvres sont électrocutées. Parfois, les personnes même. Oui, donc, ce qui fait que maintenant, ce plan, maintenant que le citoyen sait que son lopin de terrain est introduit dans le plan et qu'il peut avoir l'abonnement de la SONELEC et l'abonnement de l'eau de manière formelle, je pense que ça va contribuer à redresser le cadre de vie dans ces quartiers qui n'avaient pas de plan et à faire reculer la sécurité. Parce qu'on dit que la ville a besoin d'être éclairée. Une ville qui n'est pas éclairée n'est pas une ville sécurisée. Donc à travers ce plan, on veut la ville de Nouakchott, au fur et à mesure, sera une ville sécurisée. Parce que dans les quartiers où il n'y avait pas d'électricité de manière formelle, ils auront, au fur et à mesure, quand le plan sera transmis au service de la SN2 et au service de la SOMOLEC, ils pourront avoir l'électricité, ils pourront avoir l'éclairage dans leur quartier et ça va beaucoup faire reculer. Est-ce qu'il prévoit une délimitation de la ville de Nouakchott? Si, la ville de Nouakchott
était déjà délimitée depuis 2013. Cette délimitation est toujours la même, elle n'a pas changé. Les frontières de Nouakchott n'ont pas été repoussées. Ce plan rentre dans ce cadre parce qu'il n'occupe que 35% de la surface actuelle de la ville de Nouakchott qui a été approuvée depuis 2013. Monsieur Gueye, du côté bâtiment, est-ce que ce plan va faciliter le travail du secteur des bâtiments? Très certainement, parce que d'abord, il nous offre l'opportunité d'identifier des parcelles pour nos bâtiments publics. Très souvent, on a des problèmes très criants. Si on veut construire une école, on ne trouve pas de terrain. En poste santé, on ne trouve pas de terrain. Tous les bâtiments publics souffrent vraiment d'une absence cruante de terrain au niveau de Nouakchott, principalement. Donc, avec ce plan, quand même, une fois qu'on a remis chaque lot dans sa place, on peut identifier des réserves foncières qui peuvent en tout cas servir à mieux accueillir les édifices publics. Donc, ça arrange beaucoup de choses aussi. Et de même aussi, comme l'a si bien dit tout à l'heure, tout ce qui concerne aussi les réseaux d'eau, les réseaux d'électricité, même l'Internet, qui maintenant pose de grands problèmes pour les traversées de certains quartiers. Donc, une ville urbanisée avec un plan bien précis, tout le monde se trouve à l'aise. Les opérateurs disons, des réseaux peuvent installer leur installation partout sans aucun problème. Et aussi, on peut construire décemment en sachant que c'est bien adapté. Là, il y a des cas où on construit des écoles dans des endroits qui ne sont pas tout. On ne doit pas acquérir l'école. C'est étroit, il n'y a pas d'accès, mais on n'a que ça comme terrain dans la zone. Donc on n'a pas le choix. Mais une fois qu'on a un plan bien défini, en ce moment-là, on choisit le meilleur terrain pour le bon ouvrage. Voilà. Est-ce que cela ne va pas vous permettre de redresser la situation qui était déjà mal partie dans certains quartiers? Oui, certainement. Bon, c'est un problème d'urbanisation. Mais je pense que pour nous, en tant que constructeur de bâtiments, ou en tout cas d'équipements publics, ça nous arrange bien d'avoir un plan bien clair dans lequel chaque zone est définie et on sait à quoi servent ces zones-là. C'est extrêmement important. Et que si, quelque part, on s'est très souvent que dans ce plan, on prévoit une école, quelques années après, la place d'école a été construite par un promoteur privé qui construit sa maison, ça pose un problème. Parce qu'il n'y avait pas ce suivi rigoureux d'un plan unifié. Il y avait plusieurs plans qui circulaient. Donc, le plan A, c'était une école. Le plan B, c'était une école, c'était une maison. Mais là, au moins, on règle un problème très important, c'est que le citoyen, soit il a les documents qu'il faut pour se dans sa place, ou il n'a pas les documents qu'il faut, il s'en va. Et on n'en parle plus. S'il est dans une place publique depuis quelques années, et qu'on considère qu'il occupe de façon illicite une zone, et que chaque fois qu'il y a un contrôle, les gens viennent déranger, alors que lui, par rapport à l'administration, il est en règle, on doit bien régler son problème de façon définitive, on doit le calmer. S'il est en règle, il reste dans sa place, et dorénavant, on va le considérer comme étant en règle, et on ne va plus le déranger. Mais s'il n'est pas en règle, et qu'il occupe une place, si on le déménage ou qu'on le fasse quitter cette place-là, c'est sa faute. Donc c'est extrêmement important à ce niveau aussi. C'est clair. Monsieur le ministre a parlé au cours du lancement de cette activité, la disponibilisation des signatures en ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un premier temps, le système qu'on a ici, c'est un système qui est numérique. Donc dans un premier temps, on va assurer le tirage des plans. Maintenant, au fur et à mesure que le plan se développe, on va créer une plateforme numérique. De sorte que dans cette plateforme, la signature et le cachet seront numériques. De sorte que le citoyen, avec son ordinateur, peut tirer le plan. Lui-même. Est-ce qu'on peut dire qu'on va dire au revoir de manière ou bien à jamais les doubles emplois? Les doubles emplois, comme j'ai l'occasion de vous le dire et de dire à la population que le ministère de l'Habitat est un ministère technique. Son rôle, c'est de sécuriser le plan de lotissement de la ville de Nouakchott. Concernant les attributions, ça concerne d'autres départements qui s'occupent des attributions. Un double emploi, ce qu'on appelle un double emploi, c'est que si un terrain a été attribué plusieurs fois. À plusieurs personnes différentes. Donc ce registre
n'est pas au ministère de l'Habitat, ce registre est dans le ministère des Finances. Concernant le ministère de l'Habitat, en terrain, il n'existe qu'une seule fois. Il ne peut pas y avoir des terrains identiques. Donc, concernant le plan, il n'y a pas de double emploi. Donc, ce n'est pas à votre niveau, c'est à un autre niveau. C'est à un autre niveau. Donc, Ouais. vous ne Concernant pouvez pas nous dire si c'est fini ou... Ouais, non, on ne peut pas En vous tout cas, dire... à votre niveau, vous, Ouais, c'est fini. C'est ça. Ça ne peut pas avoir lieu. À notre niveau, nous, c'est fini, ça ne peut pas avoir lieu. Donc, nous sommes dans des commissions de concertation Avec les départements. avec les départements concernés, de sorte qu'ils trouvent une solution à ce phénomène de double emploi qui touche beaucoup les terrains de la ville de Nouakchott. Monsieur le conseiller, je vais vous lire un passage du discours du ministre, de votre ministre, qui disait « Ce n'est un secret pour personne, encore moins pour l'observateur des affaires publiques, que le secteur des BTP souffre de déséquilibres structurels qui influent sur tout projet depuis son démarrage jusqu'à son achèvement. » C'est quand même trop sévère. Absolument. C'est une remarque assez sévère. C'était vraiment les mots qu'il fallait dire pour montrer qu'il n'y a plus place au laxisme, qu'il est temps que tout le monde se mette, en tout cas, à pied d'œuvre pour trouver les bonnes solutions et débouter à jamais les problèmes qui gangrènent ce secteur-là. Et les problèmes sont multiples, c'est bien dit. Depuis, disons, la conception, depuis même la programmation de ce que nous veut faire, parce que c'est le d'ouvrage, jusqu'à la conception. S'il dit à quoi? Parce qu'il dit ici, entre autres, il cite les défauts de conception, voilà. commençant par la lenteur des procédures, passation des marchés, Ouais. la mauvaise qualité de la mise en œuvre, sans compter les dépassements des délais contractuels. Le résultat, finalement, est très mauvais. C'est dit à quoi tout ça? C'est grave, c'est une multitude c'est un laxisme, c'est un laisser-aller qui s'est installé, et c'est dommage, et qui a vraiment mis en tout cas en péril des ressources très, très, très importantes. Et chaque intervenant dont j'étais précédemment a une part de responsabilité dans cette situation qu'on peut qualifier de catastrophique. Est-ce qu'il n'y a pas de moyen de contrôle? Mais si, à chaque niveau, si chacun fait exactement... Mais est-ce qu'il y avait un contrôle? Ce n'est pas vraiment prendre le contrôle en tant que tel, mais c'est plutôt une question de maîtrise de ce qu'on doit faire. Parce que le contrôle, c'est autre chose. Mais si déjà, au niveau de la programmation, que l'administration elle-même ne sait pas ce qu'elle veut précisément, il y a le problème. Si au niveau de la conception, on n'utilise pas les moyens humains qu'il faut pour faire la conception, ou si on ne contrôle pas, on ne vérifie pas ce que fait le concepteur, ça pose des problèmes. Il est arrivé des fois où on a des documents techniques qui sont carrément contradictoires pour le même projet. Ça ne marchera jamais. Donc tout ça, c'était un laxisme qui est là, et qui est encore la façon, qui est encore là, qu'on en raconte très souvent. Donc il faut qu'on arrive à faire jouer chacun sa mission telle qu'elle est dévolue pour chacun. Et que les choses soient aussi, que chacun soit responsable de ce qu'il fait. Quand le concepteur fait une mauvaise conception, il doit avoir des sanctions sur sa mauvaise conception. Celui qui réalise les travaux, c'est la même chose. Celui qui fait le suivi des travaux, c'est la même chose. La qualité des matériaux qu'on y met et tout ça. Bon, ça c'est encore parce que c'est extrêmement important. Si déjà on ne définit pas bien qu'est-ce qu'on veut, je veux ce téléphone-là, c'est vague. Il y a des caractéristiques techniques. Donc voilà, donc si on le définit très bien, au moins il n'y a pas de conflit. Oui, mais les gens trichent parfois. Parce que c'est mal défini. Quand c'est bien défini, on ne peut pas tricher. Mais quand c'est vague, c'est selon le choix de chacun. L'entrepreneur, celui le moyen faible, il va essayer de trouver la solution la plus économique pour lui. Et si, en termes de vérification, on trouve qu'il n'y a pas quelque chose qui peut justifier que ce n'est pas ça, alors on prend ça. Et ça, c'est mauvais. Et si aussi le bureau de suivi, comme exemple, signale que ce qui a été fourni n'est pas conforme, malgré que, bien vrai que le texte n'était pas clair, si moi, en tant que maître d'ouvrage, en tant qu'administration, je ne soutiens pas mon bureau d'études, donc je mets du côté entreprise, et c'est extrêmement grave.
Voilà, donc chacun a un niveau de responsabilité et qu'il faudra vraiment arriver à un niveau, il faut tout arrêter, que chacun joue son rôle, que chacun soit responsable de ce qu'il fait et qu'il soit aussi responsable des malfaçons, des manquements dus à sa mauvaise gestion, à sa mauvaise réalisation. C'est extrêmement important. Et là, le ministre a mis le doigt sur des problèmes très pertinents. Et Vous espérez plutôt qu'on va dépasser cette époque? On a intérêt. Parce que si aujourd'hui on a atteint ce niveau de blocage, ce niveau où tous nos projets sont en arrêt, ça n'arrange personne. Et il vaut mieux avoir une bonne réalisation de projets, de telle manière que chaque intervenant trouve son compte et à l'aise. Sinon, il y a quelqu'un qui contrôle une moitié de son compte pour un temps très court et après il va tout perdre. Et on va encore se mettre à recommencer chaque fois la roue. Si je suis bureau de jour, ça ne marche pas, je change d'entrepreneur, ça ne marche pas, je deviens un tisserand, ça ne marche pas, on va nulle part. Donc là, on continue à rouler. Est-ce qu'on roule à glisser avec beaucoup de frottement? On finit par s'arrêter. Là, il faut que chacun, à partir de quoi, j'espère que ce sera en tout cas après la fin de ces journées-là, que chaque intervenant puisse savoir quelle est sa mission et qu'il mette les dispositions, qu'il prenne les dispositions pour mener à bien sa mission dans le cadre de ces activités dans le secteur du BTP. Rassurez-moi un peu, est-ce qu'il y a dans notre pays des sociétés qui font correctement le travail? Absolument. Est-ce qu'il y en a? Il y en a. Ils ne sont peut-être pas la majorité, mais est-ce il y en a. Non, c'est pas aussi. Là, on pousse vraiment le bouton jusqu'au fond, mais quand même, on doit dire que malgré tout, il y a quand même des sociétés qui sont vraiment des sociétés, des bureaux d'études, des bureaux de suivi, des banques, des assurances qui font correctement le travail. De l'administration qui fait correctement son travail, il y en a. Mais il ne faut pas que, actuellement, si on fait un peu le poids, le côté négatif est beaucoup plus important que le côté positif. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend des états généraux du BTP? Ce qu'on attend des états généraux du BTP, je pense que monsieur le conseiller l'a bien dit, qu'on donne à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire qu'on met chaque intervenant, on doit le mettre à sa place et il doit prendre ses responsabilités. Parce que le secteur du BTP va mal, parce que comme l'a dit le conseiller, il y a beaucoup de gens qui ne font que changer de métier. Un jour, c'est un architecte, demain, c'est un ingénieur de génie civil, après, c'est un électricien. Donc, il va falloir que les ordres, que l'OMIGEC, les architectes, les ingénieurs prennent leurs responsabilités. Prennent la responsabilité de construire ce pays et de mettre au niveau la capitale mauritanienne, la capitale Nouakchott, pour qu'elle soit au niveau des villes internationales qui sont comme nos voisins le font. Je vais compléter ce qu'a dit mon collègue Camara. Là, généralement, les textes que nous avons, du côté réglementaire, du côté institutionnel, on a de très bons textes. On a toujours eu de bons textes. Voilà. Mais c'est l'application des textes qui pose problème. Comme je dis, ce n'est pas seulement au niveau des opérateurs privés, au niveau de l'administration, il y a aussi des problèmes. Si on a des problèmes de financement, si on doit faire un marché, on doit s'assurer que son financement est là. Mais aussi, le financement, c'est l'administration, c'est l'État, c'est pendant une année budgétaire. Donc, ce qu'on a fait budgéter pendant une année doit être construit durant cette année-là. On ne va pas chaque année reconduire les mêmes budgets pour les mêmes projets qui va s'étaler sur 3-4 ans et va plomber les activités d'un département à cause d'un projet qui traîne. Donc, chaque année, on peut prévoir son budget, on ne le consomme pas. En fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas faire autre chose. Et ça, c'est un cas. L'autre cas, c'est que l'entreprise peut faire son travail et les mécanismes de paiement sont tellement longs que finalement, chaque fois qu'il y a un décompte, l'entreprise recommence aussi son installation. Parce que si on reste 3 mois sans être payé, on arrête tout. Et une fois qu'on a l'argent encore, on reprend le chantier encore. Donc c'est une installation, et ça, ce sont des problèmes très sérieux. Donc il faudrait que chacun joue son rôle
que l'administration libère les paiements, que mette en place des dispositions et que l'entreprise et les bureaux aussi, que chacun joue sa mission comme il faut. Donc, nous arrivons pratiquement à la fin de l'émission. Si vous avez quelque chose à ajouter, monsieur le directeur, je rappelle que vous êtes directeur de l'habitat et de la promotion immobilière. Vous avez des recommandations? Les recommandations que j'ai à faire, c'est-à-dire que nous fassions l'effort de respecter nos textes, c'est-à-dire de respecter nos textes, de faire nos textes d'application. Comme on le disait toujours qu'en Mauritanie, nous avons toujours de très bons textes. Mais il reste l'application. Donc il faut qu'on mette en place des outils d'application de nos textes. Une fois qu'on le fait, ça pourra aller. Vous pensez que les recommandations pourront être appliquées, les recommandations des travaux des États-Unis pourront être appliquées? Est-ce que le département a les moyens de les appliquer? Le département, là, à ce niveau-là, tellement que c'est transversal, il faut dire même que c'est une commande du gouvernement. Donc, les résolutions qui seront prises seront naturellement, parce que ça a été quand même pris au plus haut niveau. C'est quand même son Excellence, le président de la République, qui est venu lancer ces journées. Donc, pour montrer l'intérêt et l'importance qu'on donne à ces États généraux. Donc, naturellement, les dispositions sont prises de façon transversale, parce qu'il y a une partie concernant le ministère de l'Habitat, le ministère des Finances, le département. Donc, le plan d'action déjà prévu que chaque action, chaque axe, il y a le département responsable, il y a un montant qui est plus ou moins estimé par rapport à ça, mais ça, ce sont des prévisions. En principe, au sortir de ces États généraux, le panel, en tout cas, ou le plan d'action pourra être affiné, et certainement on pourra avoir d'autres intervenants, d'autres départements, et sur la base de ce plan d'action-là, une fois qu'il est validé par le gouvernement, et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et c'est l'occasion. Ce n'est pas la première fois qu'on fait un peu ces réflexions-là. Mais à ce niveau-là, arrivé à ce niveau, qu'on a donné à cette chance, cette nouvelle chance-là, en tout cas à ma connaissance de 32 ans d'expérience, je ne l'ai pas vécu encore ici. Donc je trouve que les autorités, en tout cas les autorités, ont donné une importance capitale au secteur du BTP. Et l'étude qui a été faite, l'approche, la démarche, pour moi, elle est excellente. D'avoir choisi un consultant de très haut niveau, on en a. Donc, parfois international, il y a international, mais mauritanien, qui a fait un travail donc large, et à partir duquel les débats, les discussions qui se sont en cours viendront se greffer et pour avoir en tout cas, enfin un document, disons, exhaustif. Et tous les domaines ont été en tout cas répartis dans les 7 panels qui vont se faire. Et en principe, au sortir de ceci, on va avoir en tout cas une étude complète et le plan d'action pourra être mis en œuvre certainement dans les plus brefs délais. Et dans la programmation, les consultants avaient prévu qu'entre 2021 et 2022 jusqu'à 2025, pour la mise en œuvre de ce plan d'action-là. Parce qu'il faut que ce soit tout séquencé. On ne peut pas tout avoir en même temps, mais si c'est bien séquencé, en principe, au fur et à mesure, on va s'améliorer et à terme, on va avoir en tout cas les conditions minimales pour avoir un secteur du BTP qui est fonctionnel. Voilà. On l'espère. Je rappelle que vous êtes M. Moussa Gaye, conseiller technique chargé du bâtiment. Et que j'avais aussi à mon côté gauche M. Hadietou Ali Kamara, qui est directeur de l'habitat et de la promotion immobilière. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission de Zoom Sur. Chers téléspectateurs, c'est la fin donc de cette émission. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans 2 semaines, Inch'Allah. D'ici là, continuez à suivre les émissions de la télévision El Mauritania. Bonsoir et à bientôt.
مرحبا بكم السادة مشاهدينا الكرام، بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لك كما تعرفوا فيه عدة فقرات إن شاء الله تابعوه أنتم سعداء يا ربي.